la santé des populations. Donc je vais revenir un petit peu tout sur ces termes et n'hésitez pas si vous avez des questions pendant la présentation. Donc, comme je disais, je vais juste me présenter un petit peu plus sur mon parcours. Donc, je suis épidémiologiste de formation et statisticienne. J'ai fait mes études de master et ma thèse à Bordeaux, à l'Institut de santé publique et épidémiologie et développement de Bordeaux, jusqu'à 2016. Après, j'ai eu plusieurs expériences de post-doctorat dans divers contextes de recherche, que ce soit en Afrique du Sud, au Canada. Et donc, j'ai rejoint le CERPOP, le Centre d'épidémiologie de recherche en santé des populations, à Toulouse en 2023. Mes thématiques de recherche, j'ai plus spécifiquement étudié tout ce qui est croissance, nutrition et métabolisme des enfants et adolescents vivant avec le VIH. Je me suis aussi intéressée plus globalement à la santé des adolescents qui sont affectés par le VIH en Afrique subsaharienne, sur des questions de santé nutritionnelle, mais sur d'autres aspects de santé, comme la santé sexuelle et reproductive également. Et dans le développement de ces thématiques de recherche, j'ai une réflexion méthodologique sur comment engager les jeunes dans ces thématiques de recherche, comment mettre en place une recherche interventionnelle auprès de ces populations, et également comment faire du transfert de connaissances. Donc aujourd'hui, je m'appuierai surtout sur cette réflexion méthodologique et sur les aspects de recherche participative. Et je vais vous donner des exemples qui sont issus de ma recherche, donc comme ça vous savez à peu près les thématiques qu'on abordera un petit peu. Donc, juste vraiment, globalement, qu'est-ce que c'est que la santé des populations, vraiment pour qu'on ait tous les mêmes termes en tête. Donc, la santé des populations, ça vise à améliorer l'état de santé de façon générale, donc que ce soit physique et mentale, de l'ensemble d'une population, et l'idée c'est également de réduire les inégalités de santé. Quand on s'intéresse à la santé d'une population, il y a peut-être des sous-groupes qui sont plus affectés ou difficiles à atteindre. L'idée c'est de réduire un petit peu ces inégalités de santé quand on s'intéresse à la santé des populations. Et une des disciplines qui étudie cette santé des populations, c'est l'épidémiologie. L'épidémiologie, elle étudie la distribution d'un problème de santé. Elle analyse les déterminants de ce problème de santé et suite à ça, elle va permettre de proposer des interventions qui sont efficaces pour résoudre ce problème de santé et ensuite évaluer l'impact de ces interventions. Donc on parle souvent du cycle de l'épidémiologie parce qu'on va décrire un état de santé. Donc par exemple, il y a plein d'exemples. Hein. Il y a de multiples problèmes de santé. Si on regarde par exemple, je ne sais pas, les cancers du sein en France, on va estimer le nombre de cancers du sein dans la population, puis dans une deuxième étape, on va essayer de comprendre est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui font qu'il y a des personnes qui sont plus à risque d'avoir un cancer du sein ou pas, et est-ce qu'on peut proposer des interventions de prévention, par exemple, pour réduire le nombre de cancers du sein en France, évaluer, et puis ensuite, de façon cyclique, recompter le nombre de cancers, etc., et de façon cyclique. Donc là, je vous donne un exemple très simple. Non, mais il y a d'autres situations où, pour certaines maladies, c'est difficile d'atteindre la population, c'est difficile d'estimer. C'est difficile aussi de comprendre quels sont les facteurs de risque associés à une maladie, parce que soit on n'a pas assez de recul, soit c'est une maladie rare. On peut avoir des barrières comme ça qui font que ça peut être difficile. Et du coup, c'est d'autant plus difficile de proposer une intervention qui va résoudre ce problème de santé. Donc à chaque fois, il y a des questions qui se posent sur chaque étape. Et dans ma réflexion, dans ma recherche, une des possibilités pour répondre à ce cycle et faire en sorte que ce cycle marche bien, c'est d'avoir une approche de recherche participative. Donc, qu'est-ce que c'est que la recherche participative? C'est une forme de production de connaissances scientifiques qui se fait avec la participation des acteurs concernés, qui sont souvent issus de la société civile, ça peut être des associations, ça peut être des patients, ça peut être des gens d'une communauté particulière. Et donc cette forme de production, elle se fait avec eux et aux côtés des chercheurs. Donc c'est pas une recherche sur des patients ou des participants, c'est vraiment une recherche avec. On parle aussi de recherche aller vers quand on va voir une communauté pour lui demander quels sont ses besoins, ses priorités, et travailler avec elle sur la formation de production de connaissances. Donc on parle de co-construction de la recherche, qui peut se faire sur toutes les étapes de la recherche ou à des étapes spécifiques. Et donc ça implique des participants qui ont différents niveaux d'expertise,
mais qu'on considère complémentaires à celles des chercheurs. Sur ces savoirs, en fait, on parle de savoir expérientiel, le fait d'avoir un vécu particulier vis-à-vis d'une maladie, vis-à-vis d'un contexte socio-économique qui peut être plus ou moins vulnérable à l'apparition de certains problèmes de santé ou de difficultés d'accès aux soins. Ce savoir expérientiel, en fait, il est majeur pour pouvoir développer des interventions adaptées pour résoudre ces problèmes de santé. Donc, c'est vraiment avoir des pratiques inclusives en recherche participative où les savoirs scientifiques et professionnels vont être combinés au savoir expérientiel pour pouvoir proposer des solutions adaptées. Donc, il y a de multiples bénéfices pour l'approche participative. Donc, ce que je vous disais, le partage du vécu qui est très important et aussi qui peut faire émerger de nouvelles idées qui vont compléter les connaissances du chercheur. On a, nous, une formation académique, mais on n'a pas forcément ce vécu, le contexte de la vraie vie qui peut être majeur quand on veut développer des choses. Ça aide aussi, quand on monte un projet, de mieux communiquer sur la mise en place du projet, sur le développement, sur les résultats. On peut éviter des malentendus, certaines réactions qui sont néfastes si on s'adresse à une population qui est stigmatisée ou discriminée. Voilà, il y a des vocabulaires, il y a des termes à ne pas utiliser pour ne pas les stigmatiser encore plus. C'est important de travailler avec eux pour éviter ces malentendus. Et donc ça nous oblige aussi, nous, à éviter un peu le jargon de la recherche avec des termes très techniques et souvent la population ne comprend pas forcément. Et donc travailler directement avec la population, ça permet d'adapter notre vocabulaire et d'être mieux compris par le grand public et par la population qu'on cherche à atteindre. Par exemple, il y a des besoins d'adaptation culturelle. Donc c'est pour ça que la recherche participative, on dit aussi qu'elle est d'autant plus pertinente auprès de populations qui sont difficiles à atteindre et de populations, par exemple, qui sont peu engagées dans les soins. Donc les sous-groupes un peu marginalisés, stigmatisés, pour lesquels on n'a pas forcément accès ou qui ne sont pas forcément inclus dans notre société. Ça peut être des personnes sans papier, des personnes migrantes, des personnes en situation de handicap. Tous ces sous-groupes qui ont des difficultés particulières en termes d'accès aux soins ou des besoins de santé particuliers, c'est d'autant plus important quand on développe une recherche sur ces sujets-là de le faire avec eux pour améliorer les résultats de la recherche et améliorer le bien-être. Donc un des exemples, donc là dans la présentation je vous parle un petit peu de définition et à chaque fois j'essaie d'illustrer. Une des initiatives mises en place par l'INSERM depuis 2007, c'est le collège des relecteurs. Donc, on a 70 adhérents d'associations de malades qui, en fait, sont formés à la relecture de protocoles de recherche, aux notices d'information qu'on va faire passer aux patients avant de les inclure dans une recherche, et aux formulaires de consentement. Donc, toute la partie éthique est très importante quand un participant va être inclus dans une recherche, être sûr que tous les termes sont bien compris. Et que ça se fait dans le respect et dans la compréhension de chacun. Donc, depuis 2007, il y a 307 protocoles qui ont été relus par ce collège de relecteurs, donc à peu près 35 protocoles par an sur diverses thématiques de recherche clinique. Et ça permet vraiment une meilleure compréhension des outils et un recrutement facilité et plus adéquat des participants dans la recherche. Je parlais de populations difficiles à atteindre, il y a d'autres initiatives, c'est plutôt de sciences sociales, mais je me disais que c'était important d'en parler de jeunes de quartier où vraiment on les fait parler sur eux, leurs problèmes de santé, leurs priorités, et essayer de développer avec eux des outils pour améliorer la vie dans leur quartier. Et donc ça, il faut vraiment avoir ce vécu-là et ce savoir expérientiel typiquement pour pouvoir développer des choses. Donc je vous disais, la recherche participative, c'est intéressant à plein d'étapes de la recherche. Après, je me suis dit, il faut peut-être que je vous explique c'est quoi les différentes étapes d'un projet de recherche. Donc, il y a la question de recherche. Spécifiquement, on va essayer d'identifier un problème de santé et mettre en place des hypothèses et définir un objectif pour essayer de répondre à ce problème de santé. Suite à la définition de cette question de recherche, on va concevoir un schéma d'étude, on va développer des outils de collecte pour collecter des données, que ce soit par questionnaire ou on va interroger des gens. Il faut se poser la question.
on va faire ça sur plusieurs années, on va faire ça juste une enquête à un moment donné. Voilà, il y a plusieurs questions qui se posent. Ensuite, on va analyser les données et ensuite on va rédiger des résultats, souvent sous la forme d'un article scientifique en anglais pour la communauté de recherche. Les bénéfices de l'approche participative, c'est qu'à chaque étape, on va améliorer normalement le processus. Donc, sur la question de recherche, normalement, avec l'apport des participants dans un processus de construction, on a une meilleure pertinence de la définition des objectifs parce qu'ils sont plus près des besoins et des priorités de la population pour laquelle on s'intéresse. Dans la conception des outils, les outils de collecte sont souvent plus adaptés parce qu'on va tester des questionnaires pour savoir s'ils sont compréhensibles pour la population, s'il y a des adaptations de langage à faire, on va pouvoir le faire avec eux. Et les méthodes de recrutement sont plus appropriées parce qu'on va les faire participer et faire participer leur réseau. Il y a souvent un meilleur suivi parce qu'ils sont plus engagés et plus impliqués dans la recherche, donc il y a un meilleur suivi aussi tout au long du projet. Dans l'analyse, l'interprétation des données, un peu comme la question, elle est axée sur les besoins et ça permet d'améliorer aussi la diffusion des résultats. Souvent, on a tendance, en tant que chercheur, de juste publier des articles scientifiques en anglais, mais à part ça, jamais on va prendre le temps de faire d'autres activités de transfert de connaissances, qu'on appelle, de faire des rapports pour la population, ne serait-ce que pour les participants de l'enquête. Des fois, ça manque. Et le fait d'impliquer les participants dès le début du projet, on se doit en fait de faire ça pour eux. Eux, c'est pas l'article scientifique qui les intéresse, c'est plutôt diffuser les résultats à leur pairs, à la population. Et puis aussi réfléchir à l'après. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait après, qu'est-ce qu'on propose. Et ça, c'est toujours très intéressant. On devrait se poser la question plutôt en tant que chercheur, mais c'est souvent sous l'impulsion de ces populations et des participants de la société civile qu'on développe ça. Donc souvent, on dit que la recherche participative, c'est un levier pour la recherche-action, ce que je disais juste avant. Donc voilà, juste un schéma pour dire un petit peu, je ne sais pas si vous voyez très bien, le fait de faire de la science en société, de développer la recherche participative en combinant les approches académiques et les savoirs expérientiels, ça permet plus facilement de passer à l'action, de développer des recommandations, voire des décisions politiques pour améliorer la santé. Donc un deuxième exemple ici, c'est une plateforme qui s'appelle Force, qui a été développée en collaboration avec une ancienne chercheuse du CERFOP, Marianne Durand. Donc c'est une initiative suisse. Et en fait, c'est une plateforme qui regroupe des professionnels de santé et des potentiels patients participants pour les mettre sur la même plateforme et qu'ils puissent se parler. Et donc, Force, ça permet de promouvoir l'implication des patients dans la conception de la recherche en santé. Et donc, certains exemples ici, qui sont plutôt bien faits si vous allez sur leur site, vous avez des propositions de sujets de recherche, souvent qui sont annoncés par les professionnels de santé. Et pour chaque projet, en tant que participant ou potentiellement si vous êtes intéressé par cette thématique, vous pouvez voir quels sont les objectifs du projet et quelles sont les possibilités de participation au projet. Et donc voilà, vous avez le dépistage du cancer colorectal, qui souhaite évaluer l'effet de proposer un test de dépistage du côlon selon le niveau de risque individuel. Donc ils vont demander à des participants de tester ce dispositif et de le développer avec eux. Ou encore améliorer le confort des enfants dans les soins, donc trouver des solutions pour que les enfants se sentent bien quand ils sont soignés. Donc là, ça va impliquer potentiellement des enfants, des adolescents et leurs parents pour développer ce type de projet de recherche. Et donc pour chaque projet, vous avez la rémunération qui va avec. Donc ça, c'est des exemples, mais ça diffère en fonction des projets, la quantité de travail qu'il va falloir fournir, le niveau d'implication, soit juste, ça peut être un niveau très basique d'information auprès des participants, et puis ça peut monter crescendo jusqu'à du conseil, de la prise de décision conjointe, voire du leadership, c'est vraiment les participants de la société civile qui seront vis-à-vis du projet. Et les étapes de recherche aussi, ça peut être tous les résultats ou vraiment à l'initiation d'un projet ou pendant la récolte des données, etc.
Donc voilà, c'est une initiative suisse, je n'ai pas vu l'équivalent en France, mais je pense que voilà, on pourrait s'inspirer de ça et il devrait y avoir des choses qui se développent dans les années à venir dans ce sens. Donc un autre exemple vraiment de ce que la recherche participative, ce que c'est, je vous la traduire en anglais, c'est la recherche communautaire. Donc c'est une forme de recherche participative, mais plutôt à destination de communautés. Et c'est vrai que ce terme-là, on l'a pas trop en France. J'ai beaucoup entendu, mais la dernière fois que je suis, on travaille avec des communautés de gens qui se regroupent parce qu'ils vivent dans le même endroit, parce qu'ils sont affectés par la même maladie, parce qu'ils font partie de minorités sexuelles et de genre, parce que voilà, ils vivent des choses communes qui font qu'ils sont regroupés en communauté et ils ont des besoins de santé communs. Donc la recherche communautaire, c'est les mêmes principes, c'est une approche qui est faite avec et pour les communautés. Elle est orientée vers l'action, comme je vous le disais déjà. Donc elle est participative et c'est vraiment un partenariat réciproque entre les individus, une communauté et les chercheurs pour développer des actions de santé. Et un des exemples les plus marquants des dernières années, c'est la recherche communautaire qui implique le VIH, la lutte contre le VIH/SIDA. C'est vraiment des exemples les plus simples quand on veut expliquer ce que c'est que la recherche communautaire. Parce que quand le VIH/SIDA est arrivé il y a 40 ans, ça a touché plus particulièrement des populations marginalisées, les homosexuels à San Francisco, voilà, des personnes qui n'étaient pas forcément dans les soins. On ne s'intéressait pas vraiment à ce nouveau virus. Et en fait, la mobilisation des patients et des communautés autour des patients ont vraiment permis de faire bouger à la fois les chercheurs, mais aussi les décideurs politiques pour avoir des financements pour financer cette recherche. Et historiquement, voilà, les associations de patients, les communautés qui luttent contre le VIH ont toujours été aux côtés des chercheurs dans la lutte contre le VIH. Jusqu'à maintenant, et voilà, ça reste un principe qu'on a dans nos recherches, c'est que les communautés sont impliquées, ont souvent le lead, sont informées, sont participants des projets. Donc ici, voilà, il y a quelques livres qui sont intéressants du point de vue de Coalition Plus, qui est une association à base communautaire qui est contre le VIH depuis 40 ans, et il y a d'autres projets de recherche via la LRS, qui est l'Agence nationale de recherche sur le sida, aussi qui a soutenu cette recherche communautaire. Donc je vous disais, voilà, un exemple très intéressant de recherche communautaire pour les populations de genre avec le VIH. Mais dans ces populations, il y a quand même des groupes qui sont un peu négligés, et les enfants et les adolescents qui vivent avec le VIH en font partie. Et en fait, ces mobilisations, etc., on concerne plutôt les adultes vivant avec le VIH, et les enfants et les adolescents n'ont pas été vraiment impliqués là-dessus. Voilà, ce sont des jeunes qui n'avaient pas les moyens forcément de faire ça, et personne n'a vraiment pris les devants pour eux. Et donc maintenant, dans l'épidémiologie à VIH, les groupes les plus affectés pour lesquels il y a vraiment un gap en termes de prise en charge, en termes de bonne santé, de risque de survie, de mortalité, etc., c'est les adolescents. Ils prennent très mal leur traitement. Enfin, ils sont mal diagnostiqués, ils n'ont pas vraiment accès au traitement antirétroviral, et ils ne sont pas bien suivis dans les soins. C'est le groupe d'âge où la mortalité liée au VIH est la plus importante. Donc il y a vraiment, voilà, on a vu quelque chose avec cette population. Et du coup, il y a des projets qui se sont intéressés à est-ce que les jeunes qui vivent avec le VIH ou les jeunes qui sont à risque d'avoir le VIH, ils sont vraiment engagés. Il y a une forme de recherche participative qui est faite avec eux historiquement. Donc il y a un projet qui a essayé d'évaluer ça et qui a utilisé une échelle. Donc l'échelle de Hart qui est un très bon outil pour évaluer le niveau d'engagement dans un projet de recherche. Donc vraiment une échelle où le niveau 0, c'est qu'il n'y a aucun engagement des participants dans la recherche. L'engagement minimal où
il va y avoir un petit peu il va y avoir peut-être un groupe consultatif de jeunes qui va être là et qui va pouvoir donner un petit peu son avis sur ce qui se passe. Un engagement modéré, où là, il va y avoir une implication un peu plus importante, que ce soit au niveau du développement des outils, du recrutement, de la dissémination des résultats. Et après, un engagement important, substantiel, où les jeunes vont être impliqués, que ce soit dans la prise de décision et dans le développement des outils de recherche, et dans la mise en place de l'enquête. Et donc, il y a une revue de la littérature qui a pris cette échelle et qui a screené un petit peu toutes les études sur la prévention du VIH qui s'étaient faites en Afrique subsaharienne. Et en fait, sur 74 interventions identifiées, en fait, il y en a très très peu où il y a eu un engagement important des jeunes dans la mise en place de ce projet. Donc, ce qui est dommage, parce que la prévention du VIH dans ce contexte-là, pour cette population, c'est majeur et ces interventions, elles ne peuvent pas être extrêmement efficaces s'il n'y a pas un engagement important ou au moins modéré. Donc, et pourtant, ça fait vraiment partie des recommandations de, si on veut en finir avec l'épidémie du VIH dans cette population, il faut vraiment les impliquer à l'avenir dans ces projets de recherche. Donc là, je vous ai présenté l'échelle de l'art. Il y a une autre échelle qui existe. Je n'ai pas de publication associée à ça, mais c'est aussi un très bon outil et qui permet aussi aux chercheurs de se poser la question de est-ce qu'on est prêt à faire de la recherche avec des jeunes et où c'est qu'on se situe, avec 5 niveaux. Donc le premier, donc ça va de bas en haut comme ça. On écoute les jeunes et après on se pose la question, êtes-vous prêt à écouter les jeunes? Travaillez-vous de façon à être capable d'écouter les jeunes? Avez-vous une règle interne qui vous oblige à écouter les jeunes? Et si on dit oui à toutes les questions, on passe au deuxième niveau. On aide les jeunes à exprimer leur point de vue. Êtes-vous prêt à aider les jeunes à exprimer leur point de vue? Avec aussi d'autres éléments d'opportunité, d'obligation. Êtes-vous prêt à prendre en compte l'opinion des jeunes? Et si on arrive à oui au milieu, là où il y a une étoile, là on respecte la Convention internationale des droits de l'enfant qui dit que quand on fait de la recherche avec les enfants, il faut au moins être à ces 3 premiers niveaux. Et après, les 2 derniers niveaux sont un peu plus, on est vraiment dans la recherche participative pour le coup, avec des questions intéressantes à se poser en tant que chercheur. Êtes-vous prêt à laisser les jeunes participer au processus de prise de décision? Et êtes-vous prêt à partager une partie de votre pouvoir d'adulte avec les jeunes? Et ça, c'est des enjeux qui sont majeurs et nous, dans notre communauté de chercheurs, il y a encore des barrières à ce niveau-là. Là, c'est un exemple d'un projet qu'on mène actuellement en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un projet de recherche qui est financé par la NRS, le projet Optimisme, qui vise à améliorer la prise en charge des adolescents qui vivent avec le VIH. Ceux qui prennent bien leur traitement, que l'infection à VIH soit contrôlée, moins difficile à gérer. En Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et dans ce projet de recherche qui se fait dans des centres cliniques, on a recruté des pères éducateurs. Donc ce sont des adolescents un petit peu plus âgés que la population, plutôt des adolescents jeunes adultes, ils ont 18 ans. Ils contrôlent bien leur maladie, ils prennent bien leur traitement, ils sont assez exemplaires à ce niveau-là. Et ils ont été formés, ceux qui ils ont été d'abord volontaires, puis formés et engagés dans la recherche, pour faire le lien en fait entre les professionnels de santé et les ados. Donc ça faisait vraiment le pont entre ces 2 groupes-là. Ils ont animé des groupes de discussion avec les adolescents et puis des fois ils faisaient du coaching individuel pour certains adolescents qui en avaient besoin et qui préféraient se tourner vers leurs pairs, des gens de leur âge qui ont vécu les mêmes choses, plutôt que via des professionnels de santé pour lesquels des fois la communication était un peu difficile. Donc, c'est le premier pas vers une recherche participative avec un engagement soutenu des jeunes. Là, on essaie de documenter un petit peu cette expérience et voir qu'est-ce qu'on propose après. Les premières difficultés qu'on a vues, c'est que en fait, on demande beaucoup de choses à ces jeunes et c'est important de s'en soucier. On a des pères éducateurs qui ont dû gérer eux-mêmes des adolescents qui avaient une souffrance émotionnelle qui auraient dû être pris en charge par un professionnel de santé et pour lesquels ça reste des jeunes, ils ne sont pas forcément armés
pour certaines choses auxquelles ils sont confrontés. Un manque de confidentialité aussi, on est dans des contextes où le VIH est extrêmement tabou et secret, donc il faut vraiment leur donner l'espace pour qu'ils puissent faire leurs activités sans avoir leur statut de VIH dévoilé. Et puis aussi la question de la pérennisation sur le long terme. Donc, un peu, voilà, après 3 ans de ce projet-là, on a eu en fait, on a des pères éducateurs qui sont des jeunes adultes, mais qui du coup évoluent dans leur vie, qui se professionnalisent, qui vont à l'université, etc., qui ne sont plus forcément disponibles pour le projet. Voilà, les enfants grandissent, c'est comme ça. Et donc on a besoin de nouveaux pères éducateurs qui viennent dans le projet. Donc c'est ce qu'on essaie de faire actuellement. Et on a également vu du coup avec la première génération de pères éducateurs qu'ils ont quand même besoin de formation sur certains sujets pour vraiment faire face aux défis multiples que font face les adolescents, que ce soit en termes de santé mentale, d'accès à la santé sexuelle et reproductive et tous les aspects de prise en charge du VIH. Donc, vraiment, ce qu'on est en train de faire actuellement, et donc c'est vraiment très récent, on a fait une nouvelle formation pilote en avril 2024 avec les anciens pères éducateurs du projet, donc ils étaient une douzaine, plus 12 nouveaux pères éducateurs. Donc des adolescents qui étaient issus des mêmes programmes, mais qui du coup étaient intéressés à prendre un peu plus d'initiative et participer vraiment, aider la clinique, aider leurs pères adolescents. Donc sur des thématiques diverses de la péréducation et de la santé sexuelle et reproductive, comme si des jeunes, on a essayé de faire des activités un peu ludiques, des débats, des vidéos, on a créé un guide du père éducateur sur qu'est-ce que c'est qu'un père éducateur, qu'est-ce que c'est que la recherche participative aussi. Et voilà. Et ce qui se ressort de ces 2 jours de formation un peu pilote, c'est que les anciens pères éducateurs ont vraiment pris à cœur énormément leur rôle de père éducateur, mais même trop. Ils se mettent une pression énorme d'être père éducateur pour ces adolescents. Ils ont un fort sentiment de responsabilité et des engagements envers eux, alors que voilà, s'il y a des adolescents qui sont pas en un traitement, et donc c'est pas leur faute en soi, mais ils se sentent responsables de ça. Et donc c'est quelque chose où je pense qu'il faut qu'on fasse un petit peu attention. C'est bien de les engager dans la recherche, mais il ne faut pas non plus que ça ait un impact sur leur propre bien-être à eux. Donc c'est des choses qu'il faut qu'on surveille. Et après, voilà, il y a des connaissances assez limitées sur certains sujets. Par exemple, sur la contraception, on a eu beaucoup de choses qui étaient assez fausses. Donc, après, comment on donne des conseils là-dessus, c'est un peu difficile. Donc, voilà, il y a besoin de formation pour être sûr que les informations qu'ils donnent à leur père adolescent soient correctes. Donc, la recherche participative, c'est important, c'est majeur pour certaines populations, mais c'est aussi un processus complexe. Il y a quand même beaucoup de complexité dans ce processus et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude, trop de recul dans la recherche pour pouvoir corriger. Donc on est vraiment en train actuellement d'être face à ces difficultés et à se demander comment on gère ces difficultés. Une des premières, du coup, c'est la stratégie d'engagement. Comment on engage par exemple les jeunes, mais de façon équilibrée, que ce soit pas un engagement mineur, que se fasse joli sur le papier, qui soit dans le projet, mais qu'après il n'y ait pas un vrai engagement, un vrai rôle de leur part. Et à l'autre extrême, que ce ne soit pas quelque chose qui empiète sur leur vie non plus. On ne demande pas d'être H24 dans ce rôle-là non plus. Et c'est important de garder un équilibre là-dessus. Une des grandes questions aussi, c'est le financement. Comment on finance la recherche participative? On a actuellement des agences de financement qui n'ont pas forcément de fonds. C'est moins vrai maintenant, mais jusqu'à récemment, il n'y avait pas forcément de fonds dédiés à faire un partenariat avec les participants. On finance des analyses, des labos de recherche, on finance des équipes de recherche, mais comment on finance des associations, comment on finance des participants individuels qui n'ont pas un statut de recherche. Pour certaines agences, c'est compliqué. Donc voilà, ça peut être majeur. On est en train de discuter un petit peu avec certaines entités pour que ce soit mieux reconnu.
Quelles sont les ressources, que ce soit humaines ou financières, de temps à allouer. Ça demande des temps supplémentaires d'adaptation, que ce soit au niveau des chercheurs pour les activités à prévoir de plus en plus, en plus de nos activités de recherche, de promouvoir cet engagement et cette participation. Et un temps de formation des participants aussi, jusqu'où on va dans la formation de qu'est-ce que c'est que la recherche, qu'est-ce que c'est que le projet dans lequel ils sont impliqués pour que ça marche. Il y a des efforts de communication et de compréhension à faire, évidemment, et des questionnements éthiques. Qu'est-ce que c'est que d'être un co-chercheur dans un projet de recherche en santé? Qu'est-ce que c'est qu'être un co-chercheur mineur dans un projet de recherche en santé? C'est des questions qui sont toujours un petit peu en suspens. Donc, juste pour finir, je vais vous lister un petit peu d'autres projets qu'on est en train de faire pour vous illustrer un petit peu les différentes formes de participation qui existent. Donc, suite au projet Optimisme que je vous ai montré et l'expérience avec les pères régulateurs, on avait fait aussi une enquête sur les connaissances et les pratiques en santé sexuelle et reproductive des adolescents qui étaient dans Optimisme. On a vu qu'il y avait quand même beaucoup d'appui. Et donc, on aimerait faire une intervention pour promouvoir et améliorer la santé sexuelle et reproductive de ces adolescents. Et donc, on se pose la question de comment on fait pour identifier cette intervention et la mettre en place de la façon la plus adaptée. Donc, on voudrait avoir une approche participative. Et avant d'arriver à cette intervention, plusieurs étapes avant de préparation. On est en train de faire un état des lieux sur les interventions existantes. On a fait des entretiens avec les médecins. On fait un entretien aussi avec d'autres acteurs de santé, que ce soit les professionnels de santé, des décideurs politiques, des experts, pour vraiment avoir leur point de vue sur qu'est-ce qu'on peut proposer comme intervention, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de recherche participative sur cette question. On va organiser un séminaire multidisciplinaire à la fin de l'année pour se mettre tous ensemble sur la table, autour de la table et discuter de ces questions, en incluant les adolescents, afin d'identifier les priorités, le contenu et les modalités de cette recherche. Et ensuite, on synthétisera les résultats et on proposera finalement le protocole de recherche. Donc voilà, ça met un peu plus de temps, mais on espère qu'avec cette méthode-là, on arrivera à un protocole de recherche interventionnelle participative qui permettra vraiment d'avoir des résultats positifs pour résoudre ce problème de santé. D'autres projets qui sont également en cours au CERPOP, pour lesquels je ne suis pas directement impliquée, mais pour lesquels je connais parce que je suis intéressée par ces initiatives de participation. Il y a le projet Promote qui vient d'être financé par l'ANR, qui est un consortium de recherche participative sur la santé mentale des jeunes. Donc l'idée, c'est d'établir aussi un consortium communautaire et participatif pour identifier des actions qui amélioreraient les interventions en santé mentale auprès des étudiants en France. Et pour cela, ils sont en partenariat avec une association qui s'appelle Natline, qui est une ligne d'écoute nocturne pour les étudiants en France, pour qu'ils puissent parler de n'importe quel sujet qui leur tienne à cœur, s'ils ont des choses à dire, s'ils ont des difficultés de santé mentale, ils peuvent être récupérés également. Et il y a un dispositif Sentinelle qui est mis en place par Natline pour référer en fait les adolescents, les jeunes parents, les étudiants dans ces lignes d'écoute qui avaient besoin d'un soutien de santé mentale plus important. Et donc l'idée entre ces chercheurs et cette association, c'est de concevoir et mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités, donc le programme Jeunes Chercheurs Natline, et développer un protocole pour améliorer la santé mentale des étudiants et filles. Donc pareil, une grosse étape de mise en place, de mettre les gens autour de la table, de réfléchir à des interventions, avant de proposer quelque chose, mais qui devrait être de qualité au final. Donc il y a d'autres projets, je vous laisse des liens aussi qui sont disponibles sur la recherche auprès de personnes qui vivent avec le cancer, comment améliorer leur bien-être et ici la préservation de fertilité, d'autres choses sur le dépistage du cancer colorectal, et également une dernière ressource pour laquelle le CERPOP est associé, c'est SORIS, donc c'est le réseau pour la recherche interventionnelle en santé des populations. Ils ont un site internet et en fait ça regroupe plusieurs équipes de recherche en France qui s'intéressent à la recherche interventionnelle en santé des populations et qui développent également
via ce réseau des projets participatifs. Une toute dernière initiative que je voulais vous montrer, c'est sur le site de l'INSERM également. Il y a des projets de recherche participative qui ont été promus et sur INSERM Pro Recherche Responsable, vous avez des témoignages de chercheurs et de participants qui vous expliquent un petit peu l'expérience qu'ils ont eue à faire la recherche participative sur différentes thématiques de santé promues par l'INSERM. Et il y a également, depuis la deuxième édition des rencontres Sciences et Société de l'INSERM à Lyon fin juin, et donc chaque année maintenant l'INSERM fait des rencontres entre chercheurs et membres d'associations qui travaillent ensemble, qui font la recherche ensemble. Donc voilà, le train est en marche. Donc voilà pour l'approche participative en santé des populations. Les perspectives, c'est vraiment d'utiliser cette approche de plus en plus et même de façon systématique pour conduire des projets de recherche interventionnelle. Voilà, les questions des outils, des stratégies se posent encore. Et l'idée vraiment, c'est de partager ces expériences récentes et existantes pour l'instant pour en développer de nouvelles entre chercheurs, population, cliniciens et autres acteurs de santé publique, que ce soit localement ou à l'international. Donc je vous remercie pour votre attention et puis n'hésitez pas si vous avez des questions de votre tour. Bonsoir, merci à vous. J'ai des questions. Une question qui peut peut-être vous paraître un peu idiote, mais tant pis, je la pose quand même. Qu'est-ce qui permet finalement de se diriger vers une population pour laquelle cet outil, si je peux utiliser ce terme, de la recherche participative, peut être utile? Donc, est-ce que, et c'est une question à tiroir, est-ce que ça n'inclut pas soi-même un biais sur le type de personnes qui vont répondre à ce type de... voilà. Et une autre question concernerait la première diapositive que vous avez montrée, vous l'avez esquissée, c'est la question du temps en fait. Donc vous avez montré les étapes, mais vous n'avez pas forcément évoqué la temporalité de ces étapes. Et vous l'avez esquissé après à la fin, mais justement je voulais avoir peut-être des précisions sur ça, sur le temps qu'on va mettre pour se dire, pour évaluer, ah ben oui, la recherche n'a marché pas. Et aussi, est-ce qu'on peut vraiment différencier si c'est bien les trucs mis en œuvre ou si c'est parce que ça a beaucoup voulu. Enfin voilà, c'est beaucoup de questions. Merci. Donc, merci beaucoup pour ces questions. Elles ne sont pas du tout idiotes, au contraire. C'est une vraie question qu'on a à chaque fois sur le recrutement des participants de recherche. Est-ce qu'on va vraiment atteindre les populations qu'on veut étudier? Et donc, d'autant plus si on va prendre des participants pour développer le projet de recherche, est-ce qu'on prend vraiment de la population, des gens issus de la population d'intérêt de notre recherche? Alors, effectivement, comme ça peut être un biais. Il faut vraiment, je pense, bien sélectionner, mais c'est difficile à dire, et savoir comment faire ces participants. Le fait de trouver des participants qui vont être volontaires, qui vont donner du temps et qui vont avoir des savoirs expérientiels à partager, je pense que ça va quand même aider à réduire les biais de participation après des gens qui vont être inclus. Je pense que ça peut aider d'une façon à réduire les biais de sélection de la population. Et comment dire, surtout, eux, ils vont arriver avec des ressources en plus et des données en plus qu'on va pouvoir collecter. Ce sera toujours un plus. Je ne pense pas que si vraiment on tape à côté, on a des gens qui n'ont pas du tout le même vécu ou les mêmes problèmes de santé, ça peut poser problème. Mais là, si on prend des gens qui ont des vécus communs, ils nous apporteront quand même quelque chose, je pense, pour mieux documenter, pour mieux recruter, pour mieux analyser les résultats. Et la deuxième question sur le temps, c'est une vraie question parce que le temps de la recherche, c'est déjà un temps qui est long. Et après, le temps des associations, c'est souvent beaucoup plus dans l'action et beaucoup plus rapide. Et donc, il faut faire communier un petit peu les deux. Et c'est là que c'est difficile. Pour nous, c'est déjà du temps long.
c'est pas forcément un problème de prendre un peu plus de temps pour essayer de se dire on fait les choses bien, au lieu de développer 3 interventions successives et de perdre de l'argent et qu'elles ne vont pas marcher, on va prendre le temps d'en faire une bonne qui marche. Mais pour les participants et les associations, des fois c'est plus difficile. C'est de se dire quand est-ce que les résultats arrivent, quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on a les financements. C'est là qu'il y a des difficultés en termes de gestion du temps. Moi j'ai une question, attendez, j'ai posé ma question. Tu as parlé de votre expérience donc en Afrique de l'Ouest et du fait que certaines personnes impliquées pour être le lien en fait, finalement elles étaient trop impliquées et ça leur posait des problèmes. Est-ce que vous avez eu des burn-out de ces personnes qui explosaient et abandonnaient parce que vous ne pouviez plus supporter ça? On n'a pas eu ça, heureusement. Mais on a eu quand même des retours de dire qu'ils auraient bien voulu avoir un soutien un peu plus important, eux, à ce moment-là. Et puis après, quelque chose que je n'ai pas ajouté, c'est que là, on est dans un contexte Afrique de l'Ouest francophone, où c'est des choses un peu nouvelles dans notre recherche de faire ça. Mais après, il y a plein d'exemples super intéressants en Afrique anglophone qui sont développés par des universités londoniennes, américaines ou des universités africaines, où vraiment l'aspect communautaire et le développement de la recherche avec les populations et avec les jeunes, ça se fait depuis très longtemps. Et où je pense aussi qu'ils ont eu ces expériences-là nombreuses, mais qui sont un peu plus cadrées, où il y a des choses peut-être plus complexes. Donc, merci de cet exposé très intéressant. Donc, moi, je viens du secteur des sciences agronomiques, dans lequel on utilise beaucoup aussi la recherche participative. Et donc, notamment, François Ollier, notre PDG, avait écrit un rapport, en fait, sur les sciences participatives dans le domaine. Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses que vous avez évoquées qu'on retrouve, puis bon, il y a un certain nombre de petites différences. Alors ensuite, une autre association, Instant Science, organise chaque année un festival des sciences participatives à Montpellier. Donc la première édition a eu lieu à l'automne dernier, et on aura une fin octobre aussi. Donc bon, je vous invite, si vous n'étiez pas venu, à y participer parce que bon, c'est l'occasion de discuter. Alors troisième chose, moi le point qui m'intéresse, en fait, et j'ai lu le mot dans une de vos planches, c'est le dispositif des laboratoires vivants, Living Lab, qui est un dispositif de recherche-action qui permet d'aller encore plus loin dans l'engagement. Et donc, je pense qu'il y a une certaine complémentarité, en fait, entre les deux. Et bon, ça serait intéressant de regarder, en fait, les Living Labs dans le domaine de la santé, qu'est-ce qu'ils ont permis d'obtenir. Ça peut vous donner des idées ou vous en donner aux gens qui travaillent dans des laboratoires. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à avoir des autres disciplines, notamment sur ce sujet. Dans l'Afrique francophone, est-ce que tout le monde parle suffisamment bien français pour pouvoir participer? Alors oui, donc ils parlent français, mais il y a des dialectes un petit peu. Et notamment les jeunes ont un langage mouchi, ça s'appelle, je ne sais pas comparer ça en créole, mais enfin, il y a du français qui est mélangé avec voilà, des dialectes traditionnels. Donc voilà, ce qu'on fait depuis toujours, on travaille en collaboration avec des chercheurs au Sud et des experts au Sud qui revoient avec nous les questionnaires et on adapte vraiment tous les outils au langage. Donc oui, il y a ce travail-là aussi d'adaptation. Mais oui, la plupart parlent français et après, entre eux, souvent, ils vont parler un français différent que nous, des fois, on a un peu de mal à comprendre. Bonsoir, je suis tout à fait novice en amateur, plutôt versé côté économie gestion et industrielle, et j'essaie de comprendre un petit peu certains termes tels que recherche participative et recherche interventionnelle. Après, j'ai vu un terme Fab Lab qui ressemble souvent utilisé en mécanique également. Et quels sont surtout les outils statistiques que vous utilisez? Est-ce que vous faites de l'analyse de données multidimensionnelles ou bien est-ce que vous faites, parce que bon, je vous parle de cela parce que j'avais un beau-frère qui était épidémiologiste aussi au Canada. Il parlait souvent de SAS, en fait,
régression multiple, de tout ça. Alors, je pense que depuis 30 ans, ça a dû évoluer. Et quels sont les avantages des développements en recherche statistique par rapport à votre métier? Oui, alors, donc, effectivement, l'épidémiologie, il y a beaucoup de méthodes quantitatives et de statistiques avancées. Notamment là, dans les travaux qu'on mène, on fait des analyses longitudinales qui ont besoin de méthodes statistiques spécifiques pour évaluer des probabilités de survie ou de rétention de naissance avec les modèles de Cox, à risque proportionnel, voilà, des modèles linéaires à effet mixte. Il y a beaucoup de modèles statistiques. Après, dans la recherche participative, ça va être plutôt des méthodes mixtes qui vont combiner les méthodes quantitatives. Nous, on va plutôt analyser les données avec notre expertise statistique. Et les participants vont arriver, on va faire des méthodes qualitatives, on va faire plutôt des entretiens, des analyses de discours, des choses comme ça, pour compléter un petit peu les résultats quantitatifs qu'on va avoir avec des données qualitatives qui vont être issues des discussions avec les participants. FabLab, alors, je l'avais dans la diapo, mais je ne l'ai pas détaillé, et même moi, je ne sais pas exactement, ça peut regrouper plusieurs termes, enfin, c'est des laboratoires de réflexion au sein des universités, enfin, certains groupes, c'est ça. C'est un peu comme une start-up qui va réfléchir à un projet qui se développe en FabLab, et puis ensuite qui va pouvoir déboucher à des partenariats ou des projets de recherche. Voilà. Je sais pas si moi, j'avais une autre question qui est, dans l'exemple que tu as donné, historique, je vais dire, du VIH, des associations donc, vraiment, qui se sont imposées pour participer à la recherche et pousser la recherche sur les aspects qui les intéressaient. Donc cet aspect assez revendicatif, on veut être pas en nous. Par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, en particulier avec les jeunes, est-ce que c'est plutôt vous qui y allez en disant on a besoin de vous pour que en santé ça marche mieux, pour ce qui vous concerne, ou est-ce que c'est plutôt une revendication des personnes concernées qui veulent y être avec et on ne fera pas si on n'est pas dedans? Oui, il y a cet aspect militant qui est très présent dans la recherche VIH, ça fait partie, c'est ça qui a fait que les traitements ont été accessibles en Afrique, c'est ça qui a fait baisser le prix des médicaments en Afrique, qui a fait que tout le monde, normalement, théoriquement, a accès à un traitement aujourd'hui. Après, je sens pas dans mon expérience qu'on arrive nous et on a dit allez, bougez-vous, faites des choses, aidez-nous. Et dans l'autre sens, c'est quand même des jeunes en développement qui ont plein de choses dans la tête et du coup il y en a quelques-uns qui développent un peu ce côté on est là, occupez-vous de nous, etc. Après, ils sont tellement occupés par plein de choses qu'ils n'ont pas ce côté militant. Enfin, je n'ai pas vu encore ce côté militant et revendicatif. Après, quand on commence à les impliquer, ils commencent à prendre leur rôle à cœur et à développer un petit peu ce côté vraiment très engagé. Mais voilà, c'est plutôt positif pour nos jeunes. Oui, moi je voulais voir un petit peu plus clairement le rôle des pères éducateurs. Qu'est-ce qu'ils font vraiment je suppose qu'ils transmettent de l'info dans les deux sens, mais est-ce que vous pouvez détailler un peu plus leur activité? Oui, on peut te dire un petit peu. Donc les pères éducateurs, dans les centres cliniques qui suivent les adolescents qui vivent avec le VIH, ils voient à peu près individuellement les cliniciens tous les 3 mois pour faire un point sur le traitement, pour faire des analyses biologiques, etc. Et après, ils font des groupes de discussion à 10-12 avec soit un psychologue, soit justement avec les pères éducateurs sur une discussion santé, sur comment bien vivre avec le VIH, comment bien prendre ses traitements, ou ça peut être d'autres sujets de santé, vraiment tout ce qui les intéresse. Et ces groupes de parole, on voudrait qu'ils soient guidés par les pères éducateurs, parce qu'on se rend compte que quand c'est des adultes, en gros, des psychologues ou quoi, il y a des choses qui ne se disent pas dans ces groupes. Et donc, par exemple, il y a un exemple où ils ont parlé de la contraception, de comment ne pas tomber
enceinte, etc. Où tous les adolescents écoutent la psychologue comme ça, avec le père éducateur à côté. Et à la fin du groupe, ils vont voir le père éducateur dans un coin en disant « Attends, moi j'ai des questions sur ça. » Enfin voilà, l'information passe pas. Et donc le père éducateur, il est là justement pour un peu casser les barrières entre les ados et les adultes professionnels de santé, pour que les ados soient suffisamment à l'aise et puissent se tourner vers quelqu'un pour quand ils ont des soucis là-dessus. Donc, ça peut être très, très divers. Et après, au père éducateur de faire le lien sur ces questions-là et de reporter ça aux professionnels pour que ça se passe dans une bonne entente. Et l'idée, je pense, après de ces pères éducateurs, c'est qu'on les implique vraiment dans des projets de recherche annexes. Ou si on fait une intervention pour améliorer la santé sexuelle, eux soient formés dans cette intervention et proposent des groupes de parole spécifiques là-dessus, des moyens de prévention. Alors moi, j'ai une question qui est un peu plus générale. On voit bien, en tout cas, je pense, dans ce que tu as montré, comment dans le domaine de la santé et en vue d'action, cette procédure, ce processus de recherche participative se cadre. Si on parle de la recherche en général, de la position de la connaissance, là on pense à tout ce qui est fake news, machin, le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, comment pourrait-on faire naître l'adhésion à la valeur de la connaissance et l'envie d'y participer, pas forcément quand on voit sa santé et qu'est-ce qu'on va faire pour moi, mes copains, ma famille, etc. De façon plus générale, comment la science participative qui est partie sur de l'action, enfin avec en perspective de l'action, peut, j'allais dire, changer de niveau et avoir en perspective la position de la connaissance et la valeur de la science dans la société. Tu as des idées dessus? C'est une grande question. Après, je pense qu'il y a des évolutions dans plusieurs domaines pour arriver à ce que la population ait une plus grande compréhension et même un intérêt à savoir ce qui se fait dans la recherche en santé et en prévention. Je pense que ça passe par une meilleure information et une meilleure circulation de ces bonnes informations, justement. Une meilleure formation des médias sur ces questions-là, une meilleure mise en avant de la population qui s'intéresse à ces questions-là, ou de nous-mêmes. On n'est pas vraiment visible en France, je trouve, au niveau de la société, au niveau des médias, pour parler de nos recherches, je trouve. Quand j'étais au Canada, tous les jours pendant le Covid, on avait un universitaire qui nous faisait vraiment de la prévention et qui nous expliquait des méthodes de recherche. Enfin, c'était beaucoup plus. Les gens étaient beaucoup mieux informés, je trouve, sur ça. Donc, voilà, c'est vraiment c'est un souci structurel, je pense. Il faut qu'on sorte un peu de nos labos, qu'on fasse de la recherche un peu plus à vocation à ce qu'elle soit diffusée au grand public. Et ça, c'est un grand chantier. Dans le même registre, est-ce que dans ce que tu as vu, il y a une, je ne sais pas si c'est dire compétition, mais enfin, une coexistence de l'aspect fake news, notamment dans tous ces domaines où il y a tout n'importe quoi qui se trouve sur les réseaux sociaux, et puis l'information avec les pères éducateurs, et est-ce que c'est un problème pour eux, en fait, la concurrence des fake news? Oui, il y a des fake news, mais pas dans le sens qui vient des réseaux sociaux, mais en fait, il y a des croyances traditionnelles qui sont à l'opposé de la connaissance scientifique et qui, du coup, sont très ancrées dans la société et c'est difficile à les construire. Et des fois, ça peut être relayé encore plus par les réseaux sociaux, mais avant les réseaux sociaux, ça existait déjà. Et donc, voilà. Et nous, on arrive en disant non, c'est pas comme ça. On a aussi, heureusement, des professionnels de santé locaux aussi qui doivent porter ces paroles-là, parce que nous, arrivant dans notre pays en expliquant comment ça se passe, c'est pas forcément le meilleur moyen non plus pour adhérer, pour provoquer une adhésion à ces messages-là. Donc, il faut vraiment qu'on travaille la construction nord-sud, sud-nord,
pour améliorer notre connaissance et essayer de pallier à ces fake news. Mais voilà, c'est un sujet là-bas, c'est un sujet ici, c'est compliqué partout. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, idées? Oui. Est-ce que cela vous amène à une autocritique des chercheurs? Alors moi, oui, beaucoup. Enfin oui, il faut de l'autocritique, il faut de l'ouverture quand on travaille sur ces sujets-là. On m'a pas appris dans mon cursus à avoir cette approche-là. Il faut que j'apprenne par moi-même et puis avec des gens qui sont intéressés. C'est pas le cas forcément de tous les chercheurs. Donc oui, il faut de l'autocritique. Après, je pense que ça fait partie de notre métier. Enfin, normalement, notre métier de faire de l'autocritique sur notre recherche à nous, sur comment on la mène, comment on la diffuse aux gens. Donc c'est vraiment partie. Je ne sais pas si j'ai plus d'autocritique depuis que je fais de la recherche participative. Je crois qu'elle était déjà là. C'est une disposition naturelle pour toi. Et au niveau des évaluations des recherches, avec nos fameuses commissions, vous évaluez régulièrement, ça se passe comment pour ce genre de choses? Alors, dans les dernières évaluations, je n'avais pas vu cet aspect-là ressortir, mais je sais qu'il y a beaucoup de financements, notamment l'ANR ou des financements européens qui demandent de financement qui est un volet des sciences ouvertes, qui est un volet recherche participative. Et c'est un peu comme ça en fait que il y a un mouvement qui s'est créé parce que les financeurs sont arrivés avec on veut ce volet-là dans nos recherches. Il y a plein de gens qui ne faisaient pas de recherche participative, qui disaient alors ok, comment on fait et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que ça veut dire que la recherche participative. Ça c'est venu un peu des instances un peu. Et après, je ne suis pas sûre que ce soit encore trop évalué. Et cette histoire d'évaluation, ça a vraiment été un problème à la fois pour évaluer les chercheurs qui en font et les gens qui évaluent les projets, parce que c'est fait par des gens qui sont un peu plus âgés. Et je pense que peu d'entre eux connaissent la recherche participative. Donc, quand on innove vraiment dans notre secteur, en fait, les premiers temps sont toujours un peu difficiles. Donc, ce que vous faites, c'est très bien, continuez. Et puis, bon, petit à petit, ça va prendre. Et je suis d'accord. Bon, nous dirons qu'il y avait des encouragements, c'est important. Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu as mentionné Sciences Ouvertes, et moi j'ai eu la même expérience il y a un nombre d'années, sur les aspects éthiques à l'intérieur des projets de recherche, la façon dont ils sont pris en compte, et pas juste pour avoir des autorisations, mais vraiment en recherche, que, en fait, en France, pour tous ces trucs-là, qui ne sont pas la production de la science, j'ai dire, la production traditionnelle de la connaissance et ses avancées, est-ce qu'on n'est pas toujours en retard? J'ai l'impression qu'il y a toujours l'Europe, qu'on est finalement dit ah oui, il y a ça, si on veut des financements, on va faire un mois, il faut y aller, et ça ne vient pas de la communauté scientifique dans sa majorité, et c'est un peu dommage. Non, je suis d'accord, il y a beaucoup de questions de dire comment on peut faire ça, et dire ah ben au Canada ils font comme ça, dans tel contexte ils font comme ça déjà, et nous, oui, on arrive un peu en retard. Comme quoi, il y a non seulement l'autocritique des chercheurs qui le font, mais il y a, à travers cette action-là, une large critique du milieu des chercheurs tel qu'il vit. C'est-à-dire pas seulement l'autocritique par rapport à bon, on ne fait pas bien, on ne fait peut-être pas très bien, mais il y a aussi, on promeut une recherche qui n'est pas celle et avec des méthodes qui sont des méthodes traditionnelles de la recherche, et ça secoue le milieu, et ça, comment c'est pris, c'est un peu dur. Mais est-ce que ce n'est pas lié un peu à la caractéristique de notre système de recherche, qui est très centralisé, avec ces gros organismes qui ont beaucoup de qualité, mais qui parfois gèlent un peu. Alors que lorsqu'on recherche comment l'INACER en Amérique du Nord, c'est peut-être plus facile d'explorer des voies un peu divergentes.
Oui, je ne sais pas si tu veux. Non, oui, non, mais je pense que oui, c'est une structurel un peu ça. Il y a des choses qui se passent et qui n'est pas très bien. Je suis arrivée pas très longtemps et j'ai encore moi-même une compréhension difficile des fois du rôle de ces instances et comment elles interagissent avec nos recherches. Bien, on est parti un peu loin des adolescents avec le VIH, mais c'est quand même toi qui vas stimuler toutes ces réflexions. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut intervenir, commenter, donner des idées, des questions? Oui. Ouais, donc je ne sais pas trop de questions, mais moi je fais partie d'une asso qui travaille au Cambodge pour favoriser l'éducation d'un petit groupe de gamins. Et j'ai eu l'expérience de choses comme ça, une jeune fille qui avait le sida de naissance par sa mère, qui s'est retrouvée à l'âge adulte, sachant qu'elle avait le sida, elle était traitée pour ça, elle s'est trouvée un copain, elle a couché avec lui sans précaution au point qu'elle s'est retrouvée enceinte. Et pour l'accouchement, elle habite à Battambang, qui est donc la deuxième ville du pays, et il y a un hôpital spécialisé, avec des services spécialisés pour le sida à Siem Reap. On lui avait dit, surtout quand tu vas accoucher, tu vas à Siem Reap, on te paye le taxi pour y aller, tu te fais soigner là-bas. Évidemment, sa grand-mère n'a pas voulu, elle a été accouchée à Battambang, et quand on a été voir, parce qu'on l'a su 2 ou 3 jours après, quand on a été voir le médecin qui l'avait accouché, et qu'on lui a dit qu'est-ce que vous avez fait à propos du fait qu'elle avait le sida, il est tombé des nues, il ne savait pas. Pourtant, dans les programmes de prévention, justement, il y a des dépistages avant si on ne sait pas. Ouais, là, en l'occurrence, c'était pas fait. Ça remonte à 2015 à peu près. Oui, c'est assez récent. Ouais. Surtout que l'enfant n'ait pas contracté le VIH. Il a eu beaucoup de chance. Il n'a pas eu. Bon, ouais. Effectivement, du coup, après, on a essayé, on a trouvé, parce que c'est assez difficile de discuter avec des jeunes filles cambodgiennes pour parler de problèmes sexuels et tout ça, c'est vraiment des sujets qui ne sont pas du tout évidents à aborder. Alors, on en a une ou deux dans le groupe qui sont un peu plus faciles pour discuter de ça, et qui nous servent un peu d'interprète. Donc, c'est pour ça que je peux poser des questions sur les pères éducateurs, parce que je le sentais un peu comme ça. Oui, mais du coup, on s'est dit que les pères éducateurs peuvent vraiment jouer un rôle sur ces questions. Et en fait, quand on leur pose des questions sur leur connaissance en santé sexuelle, elles ne sont pas très bonnes non plus. Et donc, il faut vraiment qu'on leur explique les risques de grossesse, d'infection. Mais comme effectivement, ils font partie de la population qui nous intéresse, ils peuvent prendre leur cas personnel déjà, et puis dans vos autres en disant oui, dans les familles, ça se passe comme ça enlève. Oui, et puis là, dans la prise en charge, en fait, on a beaucoup d'adolescents qui étaient suivis, beaucoup, partie importante, qui ont eu des grossesses précoces. Et donc, on s'est basé sur ces expériences-là en disant, mais du coup, ces filles-là qui ont quitté l'école, etc., parce qu'elles sont des jeunes filles mères enceintes, l'idée, c'est de faire de la prévention pour pas que ça arrive si tôt, pour qu'elles puissent continuer leurs études, etc. Et les pères éducateurs peuvent jouer un rôle aussi là-dessus. Parce que ces filles qui sont tombées enceintes, jusqu'à ce qu'elles tombent enceintes et que ça se voit, elles n'arrêtaient pas de dire non, je n'ai pas eu je n'ai pas de pratique sexuelle, rien du tout. D'accord. On s'arrête, j'en ai encore une, je vais la poser. Est-ce qu'il y a suffisamment de recul sur cette expérience ou d'autres collègues par rapport aux pères éducateurs pour savoir qu'est-ce qu'ils deviennent après, non pas dans leur vie, qui peut être assez variée, mais par rapport à la recherche. Cette expérience de pères éducateurs qui sont à un moment donné, puis après, comme tu dis, le reste de la vie prend le pas, est-ce que ça leur laisse quelque chose qui leur donne, je ne sais pas si c'est une appétence particulière par rapport aux recherches, une ouverture, ou bien c'est un épisode et on passe à autre chose? Je pense qu'ils sont quand même très intéressés à suivre les suites des projets, etc. Pour l'instant, nous, on est vraiment au début de la transition vers le mouvement père éducateur. Il y a eu la conférence francophone sur le VIH-Sida au Cameroun le mois dernier, où il y avait beaucoup d'expériences dans d'autres pays de pères éducateurs, avec des anciens pères éducateurs qui
qui étaient un peu désolés de ne pas être informés de la suite du projet, ou qui étaient un peu restés sur la fin de tiens, cette expérience-là, elle aurait pu être mieux valorisée que ça pour moi, ou j'aurais pu apporter un peu plus au projet, ou on aurait pu me consulter pour la suite, et qui ne s'est pas fait. Donc il y a eu des opportunités manquées en discutant avec des anciens pères éducateurs à cette conférence. Par exemple, quand il y a pensé en avis chargé de boulot, est-ce qu'ils le mettent dans leur CV? Est-ce que c'est valorisant? Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, parce qu'il y a cette question de comment la rétribution de ces pères éducateurs au moment du projet. On ne peut pas forcément, il y a des frais de remboursement quand ils font des activités, mais on ne peut pas vraiment les payer. Mais nous, on aimerait favoriser leur formation et que cette expérience-là ait pu être valorisée. C'est des choses qu'on aimerait qu'ils se mettent en place plus fréquemment. Bon, je crois Comme ça, une petite association, voilà, des choses comme ça. Merci encore, bonne continuation.